Je suis ici aujourd'hui avec Jean-Charles Skarbowski. Salut Bruno, salut à tous. Merci de m'inviter sur ton poste. Merci beaucoup d'avoir accepté. Alors, Jean-Charles est un champion qui a gagné plusieurs titres en Muay Thai. Et ta carrière a principalement été dans les années 90 jusqu'à, je crois, 2006. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que tu peux un peu parler, si tu veux, dans ton époque à toi, comment c'était différent d'être un blanc qui allait en Thaïlande faire du Muay Thai? Ouais, c'est vrai, effectivement, moi j'ai eu en quelque sorte deux carrières, parce que j'avais une carrière de champion en France, et à l'âge de 25 ans, je suis parti m'installer en Thaïlande, et là où mon niveau a nettement progressé, où j'ai appris vraiment tous les secrets, et où j'ai atteint mon meilleur niveau. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas, c'était quand même assez, il n'y avait pas encore eu d'étrangers qui étaient arrivés en Thaïlande pour vivre des combats de Muay Thai. Il y a eu évidemment beaucoup d'étrangers qui sont venus en Thaïlande et qui ont gagné, qui ont fait des titres et qui étaient très forts, mais ils n'habitaient pas là-bas. Et ils ne sont pas restés comme ça pour une période de 5-6 ans, aussi régulièrement avec le stadium. Je pense que c'est un des premiers qui l'a fait, qui a réussi avec ça. Et j'ai pu, grâce à mes combats que j'ai fait en Thaïlande, 6 ans, j'ai vécu là-bas 6 ans, non-stop, sans compter j'ai passé 10 ans en Thaïlande. Mais il y a eu 6 ans où je suis resté là-bas sans partir du pays, en m'imprégnant bien de la culture. Et c'est pendant cette période-là que j'ai vraiment redécouvert complètement le Muay Thai. Voilà, donc d'une manière que donc, je ne m'y attendais pas parce que c'est un sport qui est tellement technique, avec tellement de tactique et de philosophie derrière qu'on ne peut pas imaginer. Sachant que les Thaïs, eux, boxent depuis des centaines d'années. L'instruction, c'est de père en fils. Ils ont vraiment des secrets qui disparaissent. 5-6 ans que j'ai boxé là-bas et que j'ai boxé les meilleurs, les champions du Lumpini, du Raja Damban, que j'ai gagné énormément de combats par KO. Donc voilà, donc j'ai appris finalement ces secrets et j'ai décidé de rentrer en France pour les enseigner aux Européens, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas du tout les connaissances, quoi. Maintenant, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'étrangers, de phalanges, comme on dit. Enfin, les phalanges, en fait, ça comprend tous les non-tailles. C'est-à-dire, même les Américains, c'est des phalanges. Alors que bon, voilà. Donc, maintenant, il y en a de plus en plus. Et donc, j'ai l'impression d'avoir un petit peu ouvert une voie. J'ai l'impression d'avoir un peu montré l'exemple. Parce que, comme je te dis, aller faire un combat là-bas, rester un mois ou deux, c'est possible, mais rester sur 6 ans, faire une carrière et gagner sa vie uniquement avec ça, je crois que j'étais le premier à le faire. De vraiment gagner sa vie avec ça pour rester 6 ans sur place et vivre uniquement de mes combats. Et ça a donné des idées à pas mal de gens parce que maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont installés là-bas et qui vivent des combats. D'ailleurs, les bourses ne sont pas les mêmes qu'avant. Et tu parlais de l'accueil des Thaïs. Les Thaïs ont toujours été très accueillants depuis la première fois que je suis allé en Thaïlande en 1993. Mais effectivement, ils ne s'attendaient pas à ce que des Européens, des phalanges, quittent leur pays, arrêtent de travailler pour venir boxer là-bas, parce que pour eux, la boxe, c'est pas seulement un sport, c'est un métier. Et c'est un métier pour dans l'idée, c'est un métier pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir accès à des hautes études, la partie un petit peu pauvre du pays. Et pour eux, voir un étranger acheter un billet d'avion, donc eux n'ont pas l'argent pour acheter un billet d'avion, et acheter un billet d'avion, ne pas avoir de responsabilité envers sa famille dans son propre pays pour se permettre de venir en vacances et d'avoir envie de boxer. Bon, au début, tout simplement, ils ne comprenaient pas. Donc, comme ils comprennent. Maintenant, ils ont commencé à comprendre parce que ils ont compris que le Muay Thai, il avait un avenir que s'il s'ouvrait aux phalanges. Il ne fallait pas que ça reste vraiment fermé entre Thaïs. Et la plupart des camps de Muay Thai qui marchent bien, parce que ce sont des camps qui attirent beaucoup d'étrangers. Ouais. Et pour clarifier ce que je disais au début aussi, juste pour être clair dans mes propos, je parlais plus justement des gens de l'Ouest, du monde de l'Ouest, les Américains, les Européens, qui comprennent peut-être pas de nos jours les fans plus jeunes, on va dire. Les plus jeunes
comprennent peut-être pas la signification de ça parce que maintenant, c'est rendu quelque chose de beaucoup plus commun. Les gens, quand ils vont en visite en Thaïlande, ils vont voir des matchs de Muay Thai, ils vont voir des non-Thaï en train de se battre beaucoup plus souvent que dans ton temps où est-ce que c'était quelque chose d'extrêmement rare. C'était un film de Van Damme, là. C'était pas la réalité qu'on voyait souvent, là. Donc, je parlais plus de ça, comme des fois, je pense que quand on voit les conversations, quand les gens parlent de toi en ligne, il y a souvent cette idée de ah ben oui, c'est une belle carrière, mais en même temps, pourquoi est-ce que les gens parlent comme si les Blancs en Thaïlande qui font de Muay Thai, c'est rare. Mais dans ton époque, c'était rare. Et ça, c'est une chose que je pense qu'il faut mettre une emphase, que comme tu dis, tu as ouvert une voie pour les gens qui étaient passionnés et voir ça se fait. C'est quelque chose qui se fait. Non, il n'y avait pas d'étrangers qui vivaient en Thaïlande et qui avaient. Enfin, il y en avait beaucoup qui vivaient en Thaïlande, mais ils n'ont pas ils ont pas réussi à avoir la notoriété que moi j'ai eu. Bon, c'est aussi parce que j'ai rencontré les bonnes personnes. Il y a mes performances sur le ring, évidemment. Et puis après, il y a la vie privée. Hein. Vous savez que le Muay Thai, c'est un petit monde. Ceux qui se comportent mal, ceux qui savent pas dire merci, ceux qui savent pas rendre ce qu'on leur a donné, bah, ils vont pas très loin parce que il y a beaucoup de bouche à oreille. Les gens savent tout. Comme je dis, c'est un petit monde. Euh, donc, c'est aussi le fait de m'être intéressé à la culture thaï, d'avoir appris qu'il fallait partager. Bon, ça m'a ouvert des portes. J'ai rencontré des gens qui m'ont rendu célèbre et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore on parle de moi en Thaïlande, alors que ça va faire plus de 10 ans que je suis rentré en France. Je suis revenu en Thaïlande quelques fois et j'ai organisé des galas. D'ailleurs, j'étais le premier non-thaï à organiser son propre gala au Raja Damnon, au Lumpini. J'étais le premier promoteur de l'histoire à partir du Raja, d'aller au Lumpini et de revenir au Raja. Même les Thaïs n'ont pas fait ça. Si un promoteur Thaï part du Raja et va au Lumpini, il ne pourra jamais revenir au Raja. Moi, j'ai organisé au Raja 2 fois, au Lumpini 1 fois, et je suis revenu organiser au Raja. Et ça, personne ne l'a fait dans l'histoire, même les Thaïs. Tous ceux qui sont partis d'un stadium, ils ne sont jamais revenus dans le stadium. OK. Et est-ce que tu peux élaborer sur le pourquoi de ça? Oui, c'est le comportement que j'ai eu quand j'étais en Thaïlande pendant toutes ces années. Non, mais je veux dire, parce que là, tu viens de dire quelque chose. Exemple, moi, je ne savais pas que d'aller d'un stade à l'autre était quelque chose que. C'est un peu comme un travail dans un sens. Si tu changes de compagnie, après ça, tu ne reviens pas à l'autre. Pas en tant que boxeur, en tant que promoteur. Oui, OK. Oui, c'est deux sociétés différentes. Si vous travaillez avec une société et que vous quittez pour comment ça s'appelle, la concurrence, exact. Quand vous revenez, vous n'êtes pas le bienvenu, quoi. C'est normal. Je veux parler un peu des règles de Muay Thai. Et je veux dire d'avance, j'ai pas beaucoup étudié sur ça avant parce que je trouve que c'est toujours plus intéressant de laisser l'expert parler de la matière. Donc, je crois que si je m'informe trop des fois, moi-même, je vais peut-être pas poser les questions qui sont les plus importantes. Donc, j'ai cru comprendre, et je veux que tu me corriges le plus possible sur ces choses-là. Tout d'abord, tu as pris ta retraite comme combattant en 2006, mais comme tu dis, tu as continué à enseigner, tu as continué à organiser des galas, donc c'est encore une figure importante dans le Muay Thai international, mais pour la compétition, tu as arrêté en 2006 et je crois que les règles dans le Lumpini, les règles pour le clinch ont changé en 2008, c'est bien ça? En fait, la première règle, et c'est important de s'en rappeler, c'est qu'il n'y a pas de règle. OK. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans un combat en Thaïlande, ouais. Il y a un juge qui va donner le bleu, deux juges qui vont donner le rouge. C'est pas tout le temps 3 pour le bleu ou 3 pour le rouge. Vous êtes d'accord? T'es d'accord? T'es d'accord? OK. Donc à partir de ce moment-là, si même les juges ils s'entendent pas entre eux, c'est que c'est totalement subjectif. Ouais. C'est complètement subjectif. Et quand tu as l'occasion d'être arbitre, t'as pas de justification à donner, tu juges tu arbitres, non, tu juges en ton âme et conscience, pas j'arbitre, un juge, je voulais dire. Et tu verras même dans tous les championnats du monde, que ce soit de boxe anglaise ou de Muay Thai ou de n'importe quoi, il y a toujours un juge à deux, tu vois, un juge. Bon, il y a toujours ça. Donc à partir de ce moment-là, il faut se dire que c'est complètement subjectif, voilà, qu'il n'y a pas de règle. Après, évidemment, plus tu mets de coups, plus tu as des chances de gagner. Ça, c'est universel. S'il n'y a pas de chaos, après, c'est un peu à la possession des juges. Et comme je t'ai dit, le comportement que tu as dans ta vie de tous les jours, ça influe à fond sur ton apparence et sur ce que les juges ressentent de toi.
Parce que comme je te dis, les juges, comme c'est un petit monde, ils connaissent Ouais, tout le monde. Ils connaissent les amis, ils savent ce que tu fais, ils savent ouais. comment tu te comportes. Si tu te comportes pas bien, bah, automatiquement, ils vont pas bien te voir, quoi. C'est vraiment ça à dire, quoi. C'est bête, mais c'est ça. Bon, en tout cas, c'est subjectif, quoi. Après, maintenant, les règles, bon, on dit forcément, il y en a, vu que c'est un sport codifié. Euh, Par exemple, en Thaïlande, ils vont noter que le quatrième round. Et Oui, j'avais lu ça, oui. ouais, ça Oui. c'est. J'étais le premier à communiquer ça. Avant, les gens ne savaient pas. Après, au Lumpini, ils vont plutôt favoriser celui qui avance. Après, au Raja, ils vont favoriser celui qui est peut-être plus technique. Mais en tout cas, même dans chacun des stadiums, les juges, s'ils ne sont pas d'accord entre eux, ça veut bien dire que c'est totalement subjectif. Hein. Ce n'est pas des ordinateurs qui gagnent ou pas, c'est des êtres humains et ils sont forcément influencés par ton apparence, par ton, et ton comportement. Voilà. Et après, des fois, c'est même pas le nombre de coups de pied que tu mets, c'est la manière dont tu reçois les coups, la manière dont tu mets les coups. Tu peux prendre plein de coups de pied, si tu bouges pas, bah, ça ne vaut pas de points. Tu mets un coup de pied, Exact. tu mets un coup de pied, un coup de poing, le mec il traverse le ring, bah, tu as gagné. Ouais, ouais, Voilà. je pense que ça devient même une question de stratégie où est-ce qu'il y a, exemple, si quelqu'un te donne un coup de pied au bras, ou tu as comme un peu de choix, tu me corrigeras si je me trompe, mais la façon que je l'ai compris, c'est que les gens ont un choix. Soit, s'ils veulent pas bouger, mais leur bras va être plus endommagé, ou ils peuvent bouger, mais là, l'autre personne vient d'avoir un point. C'est un peu une stratégie. Est-ce que tu veux perdre des points? Est-ce que tu veux peut-être manger moins de dommages si tu bouges avec le coup? Donc, ça vient quasiment, est-ce que j'avais compris? Chacun chacun son style de boxe. Hein. Il y en a Ouais. qui rentrent dedans, qui prennent les coups, qui remettent et qui font le pressing. C'est des grands champions. Il y en a qui sont techniques, qui vont faire reculer, tenir le mec à distance. Il y en a d'autres, ça va être le corps à corps. Il y en a qui vont chercher des coups de coude. Voilà. Il y a un petit peu tous les styles. Après, c'est difficile pour un non-averti hein, de savoir qui a gagné ou qui a perdu quand le match se termine au point en Thaïlande. Quoi. Mhm. D'ailleurs, je vais m'arrêter de deviner qui a gagné ou qui a perdu parce que pour moi, c'est incompréhensible. Quoi. Est-ce que dans ton temps, je vais poser la question comme ça, élabore autant que tu veux ou pas, mais est-ce que dans ton temps, c'est important pour toi spécifiquement de gagner par KO? Oui, complètement. Ouais, toujours. Et moi, j'ai le punch. Je sais que je peux mettre un coup de KO le mec sur un coup de poing. Sachant cela, étant feignant, je me demande pourquoi je vais me fatiguer si j'ai l'occasion de mettre le mec KO sur un coup de poing. Quoi. Donc, après, j'ai des fois gagné au point. Bon, OK. souvent, ouais. OK. Donc, il n'y avait pas d'inquiétude, ou peut-être que oui, que les juges peut-être favorisent leur combattant local par moment ou. Ouais, c'est totalement subjectif. C'est complètement OK. subjectif. C'est Ah oui, si même dans les championnats du monde de boxe anglaise qui sont payés des millions, il y a un juge à deux, c'est qu'il y Ouais. a un problème. Ouais. Où il juge et c'est les trois c'est bon ou c'est les trois c'est mauvais. S'il y en a un qui pense que l'autre a gagné de 2 rounds, l'autre il pense qu'il a gagné de 10 rounds et l'autre il pense qu'il a perdu de 2 rounds, c'est que Ouais. même ils ne comprennent pas. Il n'y a aucune explication. Quoi. Mais Voilà. surtout pour les kickboxers. Quand je dis kickboxing, je veux dire tout, Muay Thai, K1, savate, peu importe. Surtout les kickboxers, ce que je me rends compte souvent, c'est que ils vont voyager beaucoup sous beaucoup de règles différentes. Tu sais, il y a un tel pays, pas de code ici, parce que c'est plus K1. D'autres places, évidemment, kickboxing, ça sera pas de clinch. Tu sais, il y a tellement de règles différentes, peu importe où les gens vont. Oui. Mais en plus, selon ce que tu me dis, c'est que c'est quasiment bon pour un combattant d'avoir des stratégies différentes. En Thaïlande, c'est bon, dépendamment du stade, car chaque stade a sa ceinture. C'est quasiment, peut-être pas tous, là, je sais pas, mais en tout cas, les stades importants ont leur propre champion. Ça marche par stade, pas par. Ben, le stade et l'organisation, j'imagine, mais tandis que normalement ici, on a plus la notion de une organisation va aller à des stades différents, dépendamment quel combat. En Thaïlande, c'est chaque stade a leur propre champion et comme tu as dit toi-même, ils vont chacun avoir, si c'est pas des règles différentes, ils vont interpréter les règles différemment. Donc, je me demandais, est-ce que ça peut affecter un combattant de kickboxing, de Muay Thai? Est-ce qu'il y a des places où tu dirais que si le combat avait eu lieu dans un autre stade, l'autre aurait gagné? Ouais, bah oui,
C'est possible de dire ça, mais bon, ça sert à rien. Hein, Ouais. ici, il a gagné. Mais bon, ça, tu me parles, les fois où il y a des litiges, c'est pour des combats qui sont très serrés. C'est pas tous les combats qui sont très serrés. Des fois, tu vois que l'autre est plus fort. Ça, il y a pas à tergiverser. Pour les combats qui sont très très serrés, avec des niveaux égaux, des champions du Lumpini ou du Raja qui sont tellement techniques que ça va se jouer à un seul coup de pied dans la tête peut changer le round complètement. Voilà. Mais sinon, la plupart du temps, dans les combats que je vois qui sont pas en Thaïlande, qui sont pas entre ces champions-là, des fois il y a des grosses différences de niveau. L'un a gagné, l'autre a perdu, ça se voit quoi. Voilà. Après, quand c'est tellement technique et qu'il y a des paris là-dessus, ça va se jouer à un coup de pied, ça va se jouer à un coup de genou. Un coup de genou près, hop, il a gagné le round, quoi, il a gagné le combat. Et des fois le public, les parieurs, ils crient, ils sont pas contents. Quoi. Ils ont préféré que ce soit l'autre qui gagne, ils pensent qu'il y a de la triche. Ça arrive tout. De toute façon, généralement, quand un boxeur y perd, il a tendance à dire oui, il a tendance à dire qu'il a été lésé par les juges. Hein. C'est tellement facile à dire. Et puis, voilà. Aussi, hein, quand j'ai perdu, j'ai dit que j'avais gagné, que les juges n'ont pas été corrects. Ça m'est arrivé. Mais bon, après, faut jouer le jeu. Mais c'est ça qui est bien dans la boxe, même quand on perd, bon, on perd pas vraiment. Hein, un peu comme Trump. Je sais pas si tu vois. Ouais, bon. Mais je dirais que Trump fait la chose que. Perdu, Comment je mais dirais? Il faut les combattants. Pardon, vas-y. j'ai dit il a perdu peut-être sur le papier, mais en recomptant les rounds, peut-être que. Moi, je pense que Trump est en train de commettre et sans vouloir devenir politique, mais juste pour suivre la blague, est en train de commettre le pire péché qu'un combattant peut faire, qui est de se plaindre trop s'il a perdu le combat. Les fans vont savoir s'il avait vraiment gagné. Si jamais les juges l'ont mal vu, les fans le savent pour vrai. Mais je pense qu'en bout de ligne, un combattant doit toujours aussi comme avoir un peu dans la défaite, savoir comme être, comment est-ce qu'on dirait, C'est-à-dire qu'avec Biden, il y a eu un coup dans les parties. Là. Donc normalement, il y aurait dû avoir un point en moins. Je sais pas. Moi, je suis de l'opinion qu'il n'y a pas eu de truc pour les votes, mais je sais que tout le monde a ses opinions sur ça. C'est intéressant parce que j'ai trouvé ça super intéressant à quel point que les combattants sont intéressés aux politiques américaines dernièrement. Et, euh, beaucoup sont. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à propos de Trump parce que ça attire l'attention de tout le monde. Et il y a beaucoup de combattants qui sont pro-Trump et c'est plus rare ceux qui sont contre lui, on dirait. Moi, personnellement, et encore une fois, je ne suis pas un combattant professionnel, donc peut-être que là vient une perspective différente, mais moi, je trouve que Trump, c'est justement le gars qui s'est jamais vraiment battu parce qu'il n'a pas été à l'armée, rien du tout, mais il se moque de John McCain qui s'était fait attraper. Il dit, oh, moi, j'aime ça les gens qui perdent pas, qui ne sont pas attrapés. Mais lui, il a tout fait pour éviter l'armée. Donc, à mes yeux, Trump, c'est comme le gars qui parle beaucoup, mais qu'il n'a jamais rien prouvé. C'est comme, il y avait l'argent de papa. Pour moi, c'est comme le gars qui a jamais été, et oui, là, on parle de politique, mais il n'a jamais fait rien lui-même. Et là, après, il va parler de ceux qui ont fait, ceux qui ont souffert, mais comme ça, ah, j'aime pas lui, il a perdu. Moi, mais toi, tu l'as même pas essayé. C'est comme les fans qui s'assisent, qui regardent un combat, ils font rien. Ils sont là, ils mangent, puis ah, oh, moi, j'aurais fait ça, moi, j'aurais fait ci. Pourquoi il est pas bon, mais ils n'ont jamais été dans un ring, ils n'ont jamais été dans une cage, peu importe. Ça, c'est mon opinion personnelle. Chacun a ses opinions, mais. Et je parle même pas de mon côté politique, je parle de lui personnellement. Quand il parlait de McCain, je trouvais que c'est comme. McCain il était à la guerre au moins, lui, pour. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord ou pas avec le fait qu'il a été, c'est une autre histoire complètement, là, mais. Mais sur ça, changeant un peu de sujet, je regardais, il y a One Championship qui, je regardais, il brise souvent le clinch. Je parlais du clinch un peu avant parce que je voulais emmener ça un peu. Et je comprends que ton point de vue, c'est vraiment, les juges, ça va toujours dépendre. Mais je regardais One Championship, j'adore ce qu'ils font. C'est vraiment de populariser différents types d'arts martiaux. Il y a le MMA, il y a le K1 Kickboxing, il y a le Muay Thai. Pour le Muay Thai, ils essaient avec des gants traditionnels, ils vont avec des gants de 4 onces de MMA et tout. Mais je remarquais qu'à One, il brise souvent le clinch dans des combats de Muay Thai, pas de K1. Oui. Et est-ce que c'est quelque chose qui arrive en Thaïlande? Parce que ma perception était que le clinch est un peu. L'arbitre va laisser le clinch aller un peu plus longtemps en Thaïlande, n'est-ce pas? Oui, complètement, oui.
Les combats qui se font au Lumpini ou au Raja ou dans les grands stadiums, ils vont laisser travailler le corps à corps. Mais des combats qui sont faits en 3 rounds et qui sont faits uniquement surtout pour la télévision, comme le One, ils vont essayer d'écourter les moments de clinch parce que le public, il va préférer les moments où il y a un risque de chaos, un risque de coup de pied. Ils savent que pendant le corps à corps, ça arrive un petit peu moins souvent. Voilà, enfin bon, c'est le public voilà, qui choisit. Et puis les télés essayent de faire au mieux pour le public et les promoteurs font plaisir aux télés. Donc des fois ils écoutent le clinch parce que la partie où les gens sont surtout attentifs, c'est la partie où ils sont éloignés, où ils se mettent des coups de pied, des coups de poing, un peu comme le MMA. Je suis allé une fois voir des compétitions de MMA, j'étais au Canada. Et quand les adversaires étaient au sol en train de lutter, les gens, ils buvaient de la bière, ils parlaient, ils regardaient pas du tout le combat, quoi. Et Ouais. quand ils se mettaient, là, les gens arrêtaient de parler et regardaient et, euh, et les encourageaient. Mais dès que c'était allongé, vraiment, les gens parlaient dans la salle, plus personne ne faisait attention au combat, c'était pas intéressant, quoi. Voilà. Ça, ça, c'est une chose que j'ai souvent trouvé. Est-ce que tu dis, c'est très intéressant parce que c'est la réalité. Moi, en tant que fan d'MMA, j'aimerais ça dire autant que je veux que la lutte au sol ou le clinch en Muay Thai est un aspect important. La réalité, c'est que il y a beaucoup de gens, ça va pas les intéresser. Mais à ce moment-là, c'est là où j'ai pas compris. J'ai jamais compris pourquoi le kickboxing ou le Muay Thai est pas devenu plus populaire en Amérique du Nord. S'il y a autant de gens que... Parce que moi, pour l'MMA, pour faire une petite parenthèse rapide, je pense qu'il y a deux types de combats au sol différents. Les gens commencent à être plus éduqués sur le sujet. Donc, quelqu'un comme Khabib, lui, il essaie de finir. Donc, à ce moment-là, même s'il va au sol, les gens sont intéressés, même les gens qui ne connaissent pas vraiment la lutte au sol, parce qu'au moins, il essaie de terminer le combat. Mais il y a d'autres, je ne veux pas mentionner personne, mais il y a d'autres combattants qui, eux, ils vont juste tenir le gros sol pour gagner le round, ils vont juste le tenir là, ils vont pas essayer de finir le combat, que ce soit pour une prise, par des coups, peu importe. Et c'est ça que même moi, en tant que quelqu'un que j'aime tous les aspects des arts martiaux, j'ai un peu plus de misère quand je vois que le gars, il essaie juste de le tenir là. Parce que je me dis, dans un vrai combat, combien de temps tu vas le tenir? 1 heure, 2 heures? Tu sais, le MMA, l'idée était qui gagnerait dans un combat avec le moins de règles possible. Je pense que c'est l'aspect que les gens... j'aime vraiment pas quand les gens se plaignent du combat au sol dans le MMA parce qu'ils pourraient... Pourquoi est-ce qu'ils n'adoptent pas le Muay Thai, le kickboxing, s'ils veulent juste voir des coups? Tu sais, c'est quelque chose qui ferait parfaitement leur affaire. Et je crois que culturellement, c'est juste l'idée qu'ils veulent se dire avec le moins de règles possible. Mais c'est un peu s'ils vont se plaindre après ça de combat ça, c'est une raison stupide. Donc j'ai jamais compris que le kickboxing, le Muay Thai, soit pas devenu plus populaire, du moins en Amérique du Nord. Je pense qu'en Europe, c'est quand même beaucoup plus populaire qu'ici en Amérique du Nord. Et j'ai jamais compris pourquoi. Parce que c'est clairement quelque chose que la plupart des gens aiment mieux voir. Parce que les gens qui aiment les combats mimiques, les gens préfèrent, c'est des combats de coups. C'est... Pas d'Américain qui a atteint un haut niveau en Muay Thai, hein. Je pense que ça joue aussi. Ah, Ouais. ah ouais, ouais. Mais j'oserais croire qu'il pourrait quand même avoir des combats comme. Mais j'imagine que c'est beaucoup d'argent à investir et tout, c'est vrai. Si c'est des combattants d'Amérique du Nord, mais il y a eu quelques tentatives, mais c'est beaucoup d'argent à chaque fois, c'est vrai. C'est un risque. C'est un risque pour les promoteurs qui voudraient partir ça. Ouais. Mais, euh, mais maintenant, avec Fight Pass, UFC Fight Pass et tout ça, je pense que ça devient plus accessible aux gens. Beaucoup d'arts martiaux euh, du sud-est d'Asie deviennent plus accessibles. Donc, avant même tes vidéos à toi, si on regarde comme quand on regarde Jean-Charles Skarbowski Highlight sur YouTube, quand on met ça, la compilation de tes KO, de tes combats, les compilations des mouvements super précis que tu faisais, où est-ce que tu rentrais un coup dans le corps de quelqu'un de façon comme un dard, là, c'était la personne comme tombée à terre. Mais il y a beaucoup de ces vidéos-là qui sont complètement pixelées. Ça date des années 90, début 2000. Donc, c'était moins accessible avant aussi, je pense. Maintenant, on commence à le voir plus parce qu'il y a eu bon, il y a Glory, ça c'est K1, mais il y a Glory dans Fight Pass maintenant. Il y a aussi, là, je sais qu'on parle de Letway, encore une fois, pas le Muay Thai, mais il y a Dave Leduc qui a fait son pay-per-view contre. J'ai oublié son nom. Euh,
Je ne sais pas si c'est de qui je parle. Il y a un kickboxer qui a fait un combat de l'étoile contre Dave Leduc très récemment et c'était un pay-per-view. C'était un... Pardon? Oui, non, ça me dit des choses, oui. En tout cas, je me sens vraiment mal de ne pas me rappeler du nom de l'autre combattant, mais je vais le mettre dans les sous-titres en bas. Américain. Je crois que oui. Est-ce que c'est Washington, son nom de famille? Ça, Cyrus Washington, non? Oui, oui, merci. Merci beaucoup. Oui, c'est lui, ouais. Ouais. Donc, je pense que ça commence à être beaucoup plus populaire maintenant, mais c'est progressif. Mais je pense qu'il va venir un temps où tous les gens qui regardent le MMA qui se plaignent du combat seul, ils vont juste aller regarder le Muay Thai ou le kickboxing, ce qu'ils devraient faire dès le début, vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix pour des arts martiaux. C'est qui est une chose que j'apprécie de One. Ce que j'apprécie un peu moins, mais je comprends le pourquoi, c'est qu'il brise le clinch dans le Muay Thai. Je trouve que c'est comme dommage parce que le clinch est une partie essentielle du Muay Thai. Si dès que deux combattants se prennent en clinch, ils les séparent, tu viens d'enlever comme une partie tellement importante, je crois personnellement, de ce qu'est le Muay Thai. Sinon, ça devient du kickboxing après. Effectivement, oui. Quand tu avais été dans le show Ultimate Fighter, ce que je trouvais très intéressant, c'est que dans ton clinch, tu envoyais les combattants d'Ultimate Fighter, tu les envoyais au sol. Donc, c'était comme toute une autre technique de prise de lutte qui était différente à ce qu'eux étaient habitués. Quand on regardait, il y avait des gars qui étaient beaucoup plus grands que toi, tu les envoyais à terre et c'était pour toi, c'est une technique. Ils avaient pratiqué la boxe thaï avant, donc forcément, ils avaient surtout fait du jiu-jitsu tous. Ils n'avaient pas d'expérience sur les combats debout. Donc effectivement, il y a une grosse différence de niveau parce que ce sont des débutants, quoi. S'ils en avaient fait un an ou deux, ça aurait été un petit peu différent, mais ils venaient de commencer, donc forcément, j'ai l'air d'être bien plus fort qu'eux, quoi. Parce qu'ils n'avaient jamais fait, donc c'est logique. Mais je crois que, et de ce que j'ai vu personnellement, et encore une fois, je ne vais pas parler d'aucune place, mais ce que j'ai vu personnellement, il y a beaucoup de places ici au Canada qui vont dire qu'ils enseignent le Muay Thai. C'est surtout les écoles de MMA où il y a plusieurs arts qui sont enseignés. Et ils disent, on enseigne le Muay Thai. Mais en réalité, ils enseignent du kickboxing avec des coups de coude. Ouais. Ils ne passent pas de temps avec le clinch. D'accord. C'est l'intention qui compte, hein. S'ils font évoluer le Muay Thai, qu'ils le propagent, après, ils ne peuvent pas tout connaître et tout savoir. Ils font ce qu'ils peuvent, c'est super, quoi. Plus il y a de clubs de Muay Thai, mieux c'est, quoi. Après, forcément, tout le monde n'est pas champion, tout le monde n'a pas les connaissances, mais des fois, c'est pas très important parce que l'important, c'est l'amour de ce qu'on fait. S'ils aiment leurs élèves, qu'ils s'impliquent avec eux, même s'il manque un peu de technique, ils vont les faire bosser plus le physique. Et avec une différence de physique, des fois sur le ring, ça peut jouer, hein. Il y a peut-être moins de technique, mais plus de physique, plus de volonté. Et ça ramène la victoire. Donc, après, on ne peut pas blâmer les gens de ne pas connaître tous les rouages du Muay Thai, toutes les petites techniques. Évidemment qu'ils ne connaissent pas tout. Ils montrent ce qu'ils savent. Ouais. Mais bon, tant mieux, quoi. Ça permet de propager le sport à tous les niveaux, quoi. Ton gym que tu as en France, ça fait combien de temps que tu l'as? Là, j'ai deux camps de Muay Thai sur Paris. C'est pas seulement des gyms, hein, c'est des camps de Muay Thai, c'est-à-dire que tu peux dormir sur place. OK. Voilà. Et c'est le premier, je suis un des premiers à le faire un des premiers à le faire en France, en Europe, quoi. Et, un véritable camp de Muay Thai. Il y a environ 12 professeurs, que des anciens champions, que des stars de Muay Thai, Stéphane Nikiema, Jaïd, Rachid Elami, Richard Nam, Kongsak. Pas mal de très grands champions français qui donnent des cours là-bas. Et il y a aussi possibilité de loger sur place. Il y a un Canadien en ce moment d'Ottawa, un petit jeune qui est là depuis quelques mois et qui s'entraîne sérieusement. Voilà, donc j'ai créé un peu comme un camp, comme en Thaïlande. C'est-à-dire, ça commence à 7h du matin, on finit à 21h30, 22h. Il y a environ 8-9 cours par jour. C'est intense, c'est toute la journée avec que des champions. Voilà, donc j'en ai deux sur Paris, j'en ai un à Bangkok aussi. J'ai repris mon ancien club où je m'entraînais, club légendaire, le Jockey Gym, voilà, que j'ai refait à neuf et pour attirer les étrangers. Voilà, donc ça me fait trois camps à m'occuper. Et c'était quoi comme expérience de passer
de combattant de compétition à être comme propriétaire de camp de Muay Thai? Comment tu trouvais l'expérience personnellement? Bah, pour moi, c'est un peu une suite logique, hein. Je suis baigné dans le Muay Thai depuis très longtemps. C'est ma principale occupation, hein, déjà, c'est mon seul métier, hein, depuis que j'ai 25 ans. Là, j'ai 45, donc ça fait 20 ans que je vis uniquement du Muay Thai, des cours de Muay Thai. Avant, c'était des combats. Donc pour moi, c'est une suite logique. Voilà. Donc, de passer de boxeur à promoteur, entraîneur et chef de camp, c'est une suite logique. Voilà. Après, bon, bien dans le futur, peut-être ministre des Sports, qui sait? Euh, et comment est-ce que, d'ailleurs, puisque tu parles de ça, en France, comment est-ce que le Muay Thai est traité? Parce que ça, c'est une chose que j'ignore complètement. Le Muay Thai, bah, ça reste quand même un sport à part, hein. Il y a environ 30 000 licenciés. C'est pas un gros sport. En tout cas, c'est un sport magnifique, c'est un sport passionnant, c'est un énorme sport par la beauté du sport. Mais niveau reconnaissance, c'est proche de zéro, hein. Il n'y a pas de statut d'athlète de haut niveau. Il y a des galas, il n'y a pas de quoi vivre sa vie en étant boxeur professionnel, boxeur taille en France. En tout cas, ça c'est sûr. Mais est-ce que les gens qui vont qui sont à tes camps, exemple, est-ce que c'est quoi qu'ils vont faire en ce temps-là? Est-ce qu'ils participent à des combats de kickboxing de d'autres règles ou ça reste vraiment Muay Thai ou comment est-ce que ça fonctionne lorsque tes étudiants veulent compétitionner, disons? Ouais, la fédération organise des combats pour les amateurs assez régulièrement. Donc voilà, j'envoie mes élèves faire ces compétitions. Après, les combats professionnels, c'est assez rare. C'est pour ça que j'avais décidé moi-même d'organiser mon propre gala à l'époque pour faire boxer mes boxeurs. OK. Et ça, donc, c'était à Paris que tu avais organisé ça à ce moment-là, c'est ça? Ouais, à Paris, oui, les premiers à Paris, et après aussi en Thaïlande. OK. Et côté loi, en France, est-ce qu'il y a des règles qui doivent changer ou ils permettent les règles de Muay Thai pleinement? Euh, bon, c'est-à-dire qu'en fait, il y a les coups d'hier, quoi. Coups d'hier, c'est obligatoire. OK, donc ils peuvent tout faire, mais ils mettent juste des coups d'hier pour éviter les coupures, bref. OK. Ça reste vraiment un sport à part, c'est un monde à part, un public à part. Voilà, on a du mal à mettre dans des cases, hein. C'est ouais, c'est un public d'artistes. J'avais vu un de tes vidéos, est-ce que tu parlais de quand tu avais été en Thaïlande, tu avais appris des choses et corrige-moi si je me rappelle mal, mais je pense que c'était quelque chose où on ne donne pas le coup de pied avec la jambe, on le donne avec tout le corps. Quand on s'entraîne en Muay Thai, on met des centaines et des centaines de coups de pied par jour, de toutes ses forces dans les sacs. Donc, au bout de quelques années, le coup de pied est surpuissant. Dans les autres arts martiaux, ils ne font pas des heures et des heures de coup de pied tous les jours pendant des années comme ça, quoi. Ils font des séries, des mouvements, des enchaînements avec les jambes, mais ils ne vont pas faire que les jambes pendant une demi-heure tous les jours pendant 10 ans. Ce qui fait que le coup de pied en boxe thaï, c'est le plus puissant parce qu'il y a aussi cet entraînement qui va avec.